Donc on va vous présenter une situation qui est qui montre voilà comment un harcèlement à un moment donné avec le temps peut s'enquister et devenir un problème qui va dépasser en fait ses vrais protagonistes. Donc en fait le contexte, on est dans l'industrie et il s'agit d'un opérateur qui a un statut d'employé ouvrier, qui est par ailleurs salarié protégé, représentant syndical, à qui finalement on avait fait une promesse de promotion au statut d'agent de maîtrise. Mais cette promesse de promotion n'a pas été concrétisée. Il avait été en période d'essai sur cette nouvelle fonction et ce nouveau statut, mais finalement, on a considéré qu'il n'était pas suffisamment souple pour répondre et suppléer aux aléas de l'organisation à laquelle sa fonction le confrontait. Il l'a mal vécu et notamment il a fait des reproches. Son supérieur hiérarchique notamment lui reproche de ne pas communiquer ses heures de délégation. Donc, grosso modo, ce qui se passait, c'était que quand on avait besoin de lui, tout d'un coup, disait « je ne suis pas disponible puisque je dois être en délégation ». Donc, à la suite de ce reproche, que fait-il? Il saisit l'inspection du travail et donc se plaint de discrimination syndicale. La situation empire et avec le temps, cette personne ne va pas bien, va trouver le médecin du travail et il obtient une inaptitude pour son poste d'opérateur qui est déclaré par le médecin. On l'affecte du coup à un nouveau poste, mais à ce nouveau poste, il continue à aller de plus en plus mal et cela est constaté par une étude de médecin conseil. Il finit par demander une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, laquelle va être rejetée par la CNAM et le salarié va faire appel de cette décision. La situation au moment où nous avons été contactés, quel était le contexte? À ce moment-là, la direction avait reçu une demande du médecin du travail de procéder à une évaluation fine et précise des risques sur la santé mentale au poste pour ce salarié qui est par ailleurs un collaborateur protégé. Donc, c'est vraiment un énième épisode dans l'escalade conflictuelle, donc des plaintes qui opposent ce salarié avec sa hiérarchie. Donc, ça passe par le médecin. Par ailleurs, cette direction, à ce moment-là, a été contactée par la police, à laquelle l'inspection du travail a signalé un cas de harcèlement moral. Enfin, toujours dans le contexte actuel, elle a reçu de ce collaborateur une demande d'action rapide pour mettre un terme aux pressions, donc toujours des plaintes pour harcèlement, de discrimination syndicale de son supérieur hiérarchique, et lequel collaborateur à ce moment-là menace de grève de la faim. Donc, à ce moment-là, ce qui va le plus préoccuper la direction, c'est cette demande reçue par le médecin du travail qui consiste à évaluer le poste de travail et d'évaluer la santé mentale du poste de travail. Donc, on a un collaborateur qui déclare souffrir de harcèlement et de discrimination. Donc, il se plaint auprès de son hiérarchique direct. Il n'obtient pas ce qu'il souhaite. Il continue à se plaindre auprès du médecin du travail de la souffrance qu'il subit. Il se plaint évidemment auprès de la direction des ressources humaines de sa situation. Il se plaint évidemment auprès des syndicats de sa situation. Il finit par saisir l'inspection du travail, laquelle inspection du travail, à un moment donné, va faire un signalement à la police.
Évidemment, l'inspection du travail alerte également, et ça va être traité par le service juridique, hein, de trouver une solution pour ce collaborateur qui ne va pas bien. Le hiérarchique direct de ce collaborateur, évidemment, va se plaindre à sa propre hiérarchie, en l'occurrence le directeur du site, on est sur un site industriel, lequel directeur du site, ne sachant pas quoi faire, évidemment, va trouver la direction des ressources humaines. Le syndicat, évidemment, qui est alerté, s'adresse à la direction des ressources humaines. Et le médecin va faire une première inaptitude, et comme il y a une inaptitude, demande exactement auprès de la direction des ressources humaines. Mais le collaborateur, ça ne lui convient pas, donc se replaint auprès du médecin du travail, qui tente du coup d'exercer et de demander une nouvelle action, donc d'aménager le poste ou de trouver une mutation pour ce collaborateur-là. Mais ça ne fonctionne pas correctement. Du coup, le collaborateur se replaint auprès du médecin qui tente des actions pour aider ce collaborateur et qui va finir par demander à la direction une évaluation sur la santé mentale du nouveau poste. La direction des ressources humaines, évidemment, alerte sa direction générale. Le service juridique, compte tenu du contexte, alerte la direction générale. Et les choses se corsent puisque le commissariat, évidemment, contacte qui? La direction générale. Et à un moment donné, une responsabilité pénale est engagée. Le DG, évidemment, se préoccupe de sa situation puisqu'il est complètement impliqué maintenant par la situation et demande à son service juridique, à sa direction des ressources humaines de faire quelque chose. La direction des ressources humaines, évidemment, on en est à voir les choses du point de vue juridique et donc exerce également une pression sur le service juridique. Et c'est là que nous sommes contactés pour répondre à la demande finalement du médecin qui est: pouvez-vous évaluer la santé mentale du poste de travail? Excusez-moi, la santé mentale du poste, ça veut dire quoi concrètement? Eh bien justement. Pas de la personne du poste. Oui, non, j'entends bien, c'est pour ça que c'est... Donc, nous y voilà. Donc, c'est une demande particulière, parce qu'a priori, ce sont les êtres humains qui ont une santé mentale et pas les postes de travail qui ont une santé mentale. Mais on en est arrivé à cette demande-là de la part du médecin qui, lui, a l'air de savoir ce que ça veut dire. Donc, si on regarde les caractéristiques de la crise au moment où on nous appelle, on a évidemment des états émotionnels exacerbés à tous les niveaux en fait. Imaginez le DG qui là commence à entrevoir la prison. On a une situation de souffrance aiguë parce que on a le médecin qui constate, lui en tant que médecin, que que ce collaborateur ne va pas bien. On a également un enchevêtrement de contraintes et d'injonctions, et notamment on voit bien les injonctions du médecin, mais également la police, l'inspection du travail. Enfin là, on est à un niveau de complexité et de demandes fortes qui sont transmises. Et donc, on a une urgence, une nécessité perçue d'agir le plus rapidement possible, et évidemment le tout dans un état de panique qui vient rendre encore plus difficile le fait de gérer la situation de la manière la plus raisonnable possible. Donc, finalement, quel est le problème et quel est l'objectif? Au moment où on nous contacte, c'est notre souci à nous de savoir réduire cette complexité pour savoir comment on va pouvoir aider et en quoi on peut être utile pour l'entreprise qui nous contacte. Donc, vous voyez qu'on a un vrai demandeur qui est le DG, c'est lui qui est à ce stade-là le plus demandeur, c'est lui qui perçoit le risque, un risque personnel qui est engagé,
Et avec lui, on a le service juridique, évidemment, qui est largement impliqué et mobilisé, la direction des ressources humaines, évidemment, et enfin le directeur du site qui est impliqué en tant que membre de la hiérarchie directe de ce collaborateur. La demande qui nous est faite dans un premier temps, c'est « Nous avons besoin de vous pour évaluer la santé mentale du poste de travail ». Donc leur demande, c'est ipso facto de faire exécuter la demande du médecin. Et donc face à cette demande, nous on demande du coup quel est votre objectif en faisant appliquer et en répondant à la demande du médecin. Est-ce que votre objectif c'est d'apporter une solution à un conflit exacerbé en but de l'apaiser? On va trouver une solution. Ou est-ce que vous voulez, à travers cette demande, éviter le pénal, c'est-à-dire vous affranchir, puisque nous répondons à la demande du médecin, ça va nous permettre d'éviter un risque pénal qui aujourd'hui devient plus présent et plus menaçant. Alors, en fait, la réponse de suite du DG va être, on avait organisé une réunion avec la présence de toutes ces personnes. Là, on est en réunion, en fait. On va étudier et on étudie la demande, on la contextualise, c'est ce qu'on vous disait, et on va étudier cette demande. La première réponse qui a été faite, ça avait été de dire « je veux éviter le pénal, je veux sortir de ce cadre-là actuel très menaçant ». Donc, nous avons regardé et pris en considération la demande du médecin puisqu'il nous était demandé à nous d'exécuter cette demande. Et la question qu'on a posée, c'était peut-on répondre à une demande d'évaluation de santé mentale comme on répond à une demande d'évaluation de santé physique? Est-ce qu'on aborde la santé mentale comme on aborde des problématiques plus objectives, sachant que nous avons rappelé que la santé mentale était portée par les individus et non pas par le poste de travail lui-même. Mais comme on prend en considération la demande du médecin, la question était de savoir, finalement, et d'évaluer le risque de la demande du médecin, et donc du coup de poser la question, existe-t-il des postes de travail équivalents au sein de l'entreprise, au sein du site? La réponse a été oui. Présente-t-il les mêmes symptômes? La réponse était non. Donc on avait déjà, en investiguant et en allant dans la logique du médecin sur cette question à laquelle vous avez tous réagi, sur cette santé mentale d'un poste de travail, en la regardant, la réponse était non. On a fait remarquer que le risque du coup à aller trop vite dans le sens de la demande du médecin, c'était éventuellement de créer une jurisprudence certifiant qu'un poste de travail pourrait être en soi psychopathologique. Parce que si on voulait aller vraiment dans le fait d'investiguer la santé mentale d'un poste de travail, il faudrait plusieurs expertises. Il faudrait des ergonomes, il faudrait des spécialistes en organisation du travail, il faudrait des psychologues, il faudrait des médecins. Vous voyez, en plus, ça ne peut pas être porté par une seule expertise. Donc c'est une difficulté de toute façon en général. Donc on a mis en perspective la demande du médecin. La demande du médecin, c'est un expert. Et dans sa demande, il induit qu'il existe des experts pouvant répondre à sa demande. Donc, en tant qu'expert, peut-il préciser les champs d'expertise attendus et signaler les acteurs compétents? Quel type d'entité peut se prononcer sur une telle demande et sur quels critères? Vous voyez, ça, c'était la difficulté qu'avait le DG à ce moment-là. Parce qu'en fait, quand ils nous ont appelés, ils avaient appelé d'autres organismes que nous. Et en fait, tous les organismes qu'ils contactaient leur disaient « mais nous, on ne peut pas, on ne sait pas faire en fait ». Et donc, il était important de rappeler à ce moment-là que vous avez un expert qui, visiblement en tant qu'expert, sait de quoi il parle, donc demandez-lui. Donc, du coup, le problème du DG à ce moment-là, c'est
de chercher à se montrer irréprochable. Lui, il est porteur d'un risque, le risque pénal. Par rapport à ce risque-là, qu'est-ce qu'il tente? Ben, c'est même s'il est attaqué, il ne peut rien faire contre ça, c'est au moins pour pouvoir assurer sa défense, être irréprochable. Pour cela, il est prêt à répondre immédiatement à la demande injonctive du médecin du travail. Et il se retrouve dans une situation qui, pour certains, peut-être vous connaissez le syndrome de Milgram, de soumission à l'autorité. Parce que le médecin fait autorité, alors je me soumets à son autorité, quelle que soit sa demande. Et donc, quelle est la difficulté du DG à ce moment-là par rapport à sa demande et par rapport à ce souhait de se montrer irréprochable? Ça va être de poser des limites à la demande du médecin. Et c'est son problème à ce DG à ce moment-là. Je peux vous dire que c'était musclé comme réunion parce que lui, il était arc-bouté sur sa demande. Il avait peur, oui. Donc le problème, c'était sa peur. Donc c'était comment faire pour apaiser sa peur et justement, se hâter d'aller lentement pour prendre vraiment en considération, investiguer avec lui et du coup lui redonner les moyens d'agir et les moyens de reprendre du contrôle par rapport à sa situation. Le problème du médecin du travail, comme on l'évoquait, c'est qu'il ne sait pas comment aider ce salarié, en fait. Il tente de l'aider. Il finit par constater l'inefficacité de toutes ses actions, mutation, aménagement du poste de travail. Il finit par avoir l'air débordé par la situation. Et du coup, de refiler la patate chaude. Quelle est la difficulté du médecin? C'est une difficulté du même ordre, une difficulté à poser des limites à la plainte qu'il reçoit. Et comme il traite la plainte, qu'il essaye de trouver des solutions par rapport à la plainte, donc c'est lui-même ne prend pas de recul par rapport à la plainte et aux demandes implicites ou explicites du salarié. Et donc, il va sur des actions qui s'avèrent être inefficaces et qui fait qu'à un moment donné, il a l'air complètement dépassé par les événements. Donc notre diagnostic général, c'était de relater qu'il y avait des difficultés à gérer une plainte de la part de tous les interlocuteurs impliqués pour apaiser et résoudre la situation. Des intervenants qui sont mis en échec dans leurs actions, que ce soit la hiérarchie de proximité, que ce soit les syndicats qui étaient aussi partie prenante du système, que ce soit le médecin du travail, que ce soit la direction des ressources humaines, que ce soit le juridique. Et avec le temps, une plainte qui s'avère être de plus en plus vindicative. Et donc, c'est important, vous voyez, quand on a des plaintes, de vérifier la nature de la plainte. Là, à un moment donné, la plainte n'est plus une demande, c'est vraiment je demande justice, je réclame justice, je suis dans mon bon droit. Et donc cette plainte qui va se renforcer avec le temps car elle ne trouve pas de limite. Donc moins la plainte trouve de limite, plus ça va stimuler cette plainte et le combat du salarié, car il peut avoir l'espoir alors d'obtenir une réparation, d'obtenir gain de cause. Mais évidemment, tout ça s'inscrit dans le temps et ce collaborateur s'épuise. Et donc c'est un salarié qui finit par réaliser des victoires, même si elles sont bizarres ces victoires, mais des victoires à la Pyrrhus. C'est-à-dire que plus il a l'impression d'obtenir quelque chose ou d'être en passe d'obtenir l'illusion ou l'espoir qu'il va obtenir quelque chose, plus lui, il a le sentiment de gagner quelque chose. Mais avec le temps, vous savez, Pyrrhus avait dit je crois que si on gagne la prochaine bataille, l'armée va être défaite. Donc il y a vraiment une situation de souffrance en ce sens-là. C'est des personnes qui s'épuisent dans leur combat. Et donc c'est vraiment un salarié qui souffre et en même temps qui est très intimidant parce que là on voit l'étendue de la situation au moment où nous on est alerté par la situation. Il y a risque pénal,
Certainement, si on avait discuté à ce moment-là avec le médecin, on ne sait pas ce qui se dit avec le médecin, mais peut-être que la nature de la plainte aussi s'accompagne de désespoir, etc. Enfin, on est hors du champ de la raison. Donc, les recommandations à ce stade-là que nous avons données sont été de deux ordres. Un, c'était de rappeler à nos interlocuteurs qu'il était important d'assumer son niveau de responsabilité et seulement celui-ci. Donc, un médecin, son niveau de responsabilité, ça doit être, par exemple, de dire s'il fait une demande d'expert, ben c'est et qu'il induit le fait qu'il y ait des experts, ben c'est du coup de le ramener à ses responsabilités et de lui demander de communiquer du coup les acteurs concernés, les institutions, parce que ce n'est pas du champ de la responsabilité de l'entreprise d'avoir accès à ces types d'expertise. Et la responsabilité au niveau de l'entreprise, c'est aussi de réfléchir en deux temps, c'est-à-dire si je vais dans la demande du médecin, alors je prends aussi le risque d'autre chose, c'est-à-dire est-ce que face à un objectif, je suis en capacité est-ce que j'évalue les effets d'une décision dont j'ai la responsabilité? Est-ce qu'on est prêt à les assumer ou pas? Hein, donc c'est de revenir par rapport à ça, parce qu'évidemment ce n'est pas à nous de dire, vous voyez, chacun doit être responsable, et c'est important à ce niveau-là qu'une direction soit impliquée, parce que ces questions-là doivent être évidemment mesurées. Et la deuxième chose, c'est d'intervenir sur la relation conflictuelle qui, elle, évidemment, existe toujours. Pour l'instant, on a toujours un salarié qui est en poste et qui doit, du coup, répondre d'actions spécifiques. Est-ce qu'il fait son travail, pas? Qu'est-ce qui se passe quand il ne fait pas, etc.